On y va. Salut Suleiman, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'émission Fréquence Business. Merci à toi d'avoir pris le temps de pouvoir répondre à certaines de nos questions pour découvrir qui tu es et découvrir ton univers et ton business, sachant que tu es en Thaïlande et moi je suis à Paris. Donc il y a un petit décalage horaire. Ça m'a piqué un petit peu de me lever à 5 heures du matin, mais c'est pour la bonne cause et je suis ravi d'être là avec toi. Merci beaucoup, Pierre. Je suis vraiment heureux d'être là avec toi. Ça faisait un moment qu'on voulait organiser cette interview, mais on ne pouvait pas le faire. J'ai C'est vu vrai. que j'étais à Paris. Et donc, voilà, moi, je suis Magomed Suleimanov et je suis dans le business des pierres de couleur en Thaïlande. Et ma mission principale ici, c'est d'innover le marché parce que mon métier, c'est ingénieur, développeur logiciel. Donc, maintenant, j'ai deux casquettes. Je suis dans les pierres précieuses et dans la technologie. Donc, j'essaie d'innover le marché pour donner accès, en fait, à l'ensemble des gens qui veulent acheter, vendre, faire du business avec les pierres et apprendre sur les pierres précieuses avec la technologie, avec l'aide de la technologie. Voilà. Super. Tu as un peu devancé justement ma question, parce que j'allais demander qu'est-ce que tu fais et quel est ton parcours. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, bah, ton parcours et comment tu es tombé dans cet univers-là, sachant que tu as allié à quelque chose d'assez ancestral, les pierres précieuses, ça date de très longtemps, et la Mm. technologie, donc le monde moderne. Et toi, tu as réussi à allier les deux. En plus, je comprends très bien ton univers technologique, que moi aussi je suis un petit peu là-dedans, parce que je fais la création d'applications, sites web, etc. Et je sais qu'on avait discuté sur ce sujet-là. Tu es un créateur d'appli. Et d'ailleurs, on parlera après, si tu veux, de ton site internet et où est-ce qu'on peut te trouver et te contacter. Donc, restez bien jusqu'à la fin de l'interview. Si vous voulez contacter Suleiman, il y aura toutes les informations nécessaires. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, qui tu étais pendant ton âge, ce que tu as fait, et comment tu es tombé dedans? Parce que c'est atypique et c'est assez rare d'être dans cet univers. Alors moi, je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Par exemple, le développement, la programmation, je l'ai appris en autodidacte. J'ai un diplôme en mathématiques et je n'ai jamais fait de diplôme en programmation. Donc j'ai appris, j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé chez Renault, j'ai travaillé dans des grosses boîtes en tant qu'expert développeur Prisma Media, etc. Et donc, je faisais toujours des startups. Donc, c'est pas mon premier projet de startup, j'en ai déjà fait 5. Et régulièrement, je faisais du freelance, je mettais de l'argent de côté, ensuite je lançais un projet parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça qui m'anime, enfin qui anime ma vie, qui me donne plaisir. Je te comprends Et totalement. voilà. Et donc, comme tu disais, le domaine des pierres précieuses, en tant qu'entrepreneur, j'ai vu qu'il y avait des problèmes, des réels problèmes. Et lorsqu'un entrepreneur, il voit des problèmes, il commence à chercher des solutions. Tout à Voilà. fait. Et donc, les problèmes dans les pierres de couleur aujourd'hui, c'est de un, il faut de la connaissance. Si on n'a pas de connaissance, on ne peut pas facilement acheter une pierre parce que c'est risqué. Il est très facile d'arnaquer quelqu'un Ah, avec une très, pierre précieuse. très, 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 très très facile. facile. Ouais. Donc, il faut être connaisseur, mais ça, il faut l'apprendre, il faut investir du temps. Et c'est à cause de ça que les pierres aujourd'hui ne sont pas aussi démocratisées, aussi faciles à acheter et à vendre que de l'or, par exemple. L'or, c'est Ouais, très facile. oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai identifié tous les problèmes qu'il y avait sur ce marché qui ne permettaient pas aux gens, à n'importe qui, de facilement investir, acheter, vendre ces pierres de couleur qui sont naturelles, rares. Et je me suis lancé pour résoudre tous ces problèmes. On pourra aller dans les détails ensuite si Ouais. tu voudras. Donc tu t'es formé là-dedans en tant qu'autodidacte. Pour moi, les autodidactes, pour moi, ça fait partie des meilleurs entrepreneurs. On a vu des grands entrepreneurs comme Bernard Tapie qui était un self-made man. Et c'est vrai qu'on a cette hargne quand on est autodidacte à vouloir apprendre et toujours apprendre et beaucoup plus. En plus, on a ce côté très débrouillard. Donc pour moi, c'est top.
Et toi, tu t'es formé là-dedans, donc en tant qu'autodidacte, pour Mhm. connaître les pierres précieuses, ou tu as eu quand même un mentor, quelqu'un vers qui te tourner? Alors oui, je connais des gémologues qui sont mes amis et Ah donc oui, avec leur aide, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses, mais aussi sur Internet parce qu'il y a des cours qu'on peut télécharger, apprendre et aujourd'hui, voilà, l'information est disponible. Il faut aller la chercher, c'est ça. la comprendre et l'appliquer. Voilà, C'est tout à fait, faut avoir la volonté. je suis tout à fait d'accord. Et donc, toi, si je comprends bien, ce qui t'a inspiré à rentrer dans ce domaine-là, c'est déjà, je pense, l'univers, mais aussi parce que tu as rencontré des problématiques dans ce domaine-là que tu voulais démocratiser, que tu voulais montrer. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'a inspiré pour rentrer dans l'univers des pierres précieuses, ou c'était vraiment parce que tu as identifié un problème, tu as vu une niche et tu as vu un business? Bon, on va être très transparent là-dessus. En tant Ouais, qu'entrepreneur, la première chose que j'ai vue, c'est le problème, la solution et la capacité de résoudre. Mais bien sûr que ensuite, en commençant à travailler dedans, on commence à s'intéresser, à prendre les pierres, on commence à admirer les pierres. Par exemple, plus j'apprenais sur les pierres, plus je comprenais les jeux, par exemple, les jeux de couleurs, les jeux de reflets, etc. Quelle est la différence entre telle et telle pierre? Pourquoi celle-ci coûte cher, celle-ci ne coûte pas cher, etc. Et tout ça, ça nous donne envie d'acheter des pierres et de les garder, en fait. Et même, bah il ouais, y a des j'imagine, pierres, ouais. par exemple, j'en ai acheté quelques-unes et j'ai vraiment pas envie de les vendre. Parce que voilà, c'est comme C'est le syndrome du collectionneur, on ça. tombe dedans. C'est le Voilà, syndrome c'est du ça. collectionneur, hein. Moi, pareil, j'adore en fait chiner, donc trouver des choses assez rares, ce genre de choses-là. Et j'ai connu l'époque quand eBay avait ouvert. Ça vous donnera une idée pour ceux qui nous regardent de mon âge. J'ai 43 ans et j'ai connu les débuts d'eBay et j'étais fasciné à découvrir certaines choses. Et donc, je me mettais à collectionner des choses que je voulais acheter et revendre. Et il y avait des choses tellement que ça m'intéressait, bah, finalement, je les gardais. Alors, j'imagine les pierres précieuses. Quand tu tombes sur une belle pierre, tu as envie de la garder, pas forcément la vendre, mais on est des entrepreneurs et il faut faire tourner la boutique. Donc tu dois en vendre certaines, je suppose. Oui. Donc j'ai d'autres questions pour toi. Mm. Alors toi, quelle est la mission principale de ton entreprise et est-ce que tu as des concurrents? Et si tu en as, comment tu te démarques? Alors, la mission principale de mon entreprise qui s'appelle James Bar, c'est de rendre possible à, par exemple, un joaillier, à n'importe qui veut acheter une pierre, qui veut investir dans une pierre, de l'acheter sans avoir des connaissances techniques dans les pierres, sans avoir peur de se faire arnaquer Ouais, et sans avoir peur d'acheter trop cher. Ou voilà, il y a aussi ce problème, c'est que comme ce marché il est fermé, il faut vraiment se déplacer, il faut avoir des contacts du réseau. tout Des à fait. fois, il y a quelqu'un qui peut donner un prix et l'autre qui peut donner complètement un autre prix. Ce marché n'est pas développé, il n'est pas démocratisé. Donc, voilà, le but de mon entreprise, c'est de rendre tout ça transparent, facile et rapide, en utilisant la technologie, bien sûr. Et est-ce qu'on a des concurrents? Il y a toujours des concurrents, mais une application telle que nous l'avons conçue, c'est-à-dire notre application, c'est Demand Driven Application. On a inversé un peu les rôles, donc on ne demande pas aux vendeurs des pierres de couleur de lister, en fait, d'uploader leurs pierres. On ne demande pas de faire ça. On demande plutôt à celui qui cherche une pierre de publier sa demande en donnant tous les détails. Et ensuite, on invite les vendeurs qui possèdent ces pierres à venir faire des propositions. Ça simplifie les choses pour les vendeurs et ça simplifie vraiment les choses pour les acheteurs. Les acheteurs peuvent en une seule fois avoir accès à beaucoup de vendeurs qui sont à la source, de Sri Lanka, de Bangkok, de partout, et avoir des propositions, faire le choix
facilement. Donc voilà, il n'y a pas de application demand-driven dans ce domaine. C'est une innovation. Mais Ouais, ouais, j'en oui, connais pas. ouais. Et comment on fait pour se démarquer? Eh bien, avec la transparence. Nous, par exemple, je peux aujourd'hui vous dire où, si vous voulez acheter des tourmalines, des spinels, je peux vous dire, par exemple, vous pouvez aller chez Ruby International. Je peux vous dire, donner l'adresse. Si vous êtes prêt à vous déplacer, par exemple, pour acheter des pierres, je peux vous aider. C'est gratuit, c'est ouvert, c'est transparent. Ah oui, Mon but, ce n'est pas de, comment dirais-je, être l'intermédiaire obligatoire. Mais par contre, si vous voulez une pierre quelconque et vous voulez une expertise avant de recevoir cette pierre, c'est-à-dire de l'acheter facilement, rapidement, sans vous déplacer, sans devoir la chercher, et si vous voulez être sûr que ce que vous allez recevoir comme pierre correspond exactement à votre demande, alors là, moi, j'apporte quelque chose, je fais quelque chose, je fais un travail, et ce travail-là, je le facture avec un pourcentage. Là aussi, c'est très transparent. On ne modifie pas les prix. Les vendeurs des pierres, ils expriment les prix de leurs pierres et on prend 5% sur la valeur de la pierre. Et voilà, d'accord. c'est Non, vraiment, super. c'est de la transparence et simplicité. Bah, Voilà. c'est ça que j'ai aimé chez toi, parce que ça reste comme un univers très particulier où ça peut même faire peur. Je te raconterai même une petite anecdote. J'ai Mm. plusieurs questions là, par rapport à ce que tu m'as dit. Alors, déjà, je vais commencer par la première, c'est par rapport aux vendeurs. Quand tu dis que les vendeurs peuvent mettre leurs pierres en vente sur ton application, est-ce que c'est tout type de vendeur? Est-ce que c'est seulement les vendeurs pro? Ou moi, par exemple, en tant que particulier, j'ai une pierre, je peux aussi la mettre sur l'appli? Alors, pour le moment, les particuliers ne peuvent pas mettre les D'accord. pierres, mais c'est prévu. Par exemple, si pour plus tard, on est en train de réfléchir, si quelqu'un achète une pierre sur James Bar, sur notre application, on sait quelle est cette pierre parce que chaque pierre, on l'analyse physiquement. Donc, il faut d'abord que cette pierre soit ramenée ici dans les bureaux, dans nos bureaux à Bangkok pour qu'on l'inspecte physiquement pour qu'on s'assure que c'est une pierre naturelle et que quelles sont les caractéristiques de cette pierre. Et une fois qu'on a fait ça, elle peut être vendue. Et donc, si on sait que quelqu'un a acheté une pierre qui est déjà passée par nous, on ne doit pas refaire, normalement, on ne doit pas refaire une analyse pour Ah oui. réinspecter Ouais. cette même pierre. Donc, une fois qu'on va mettre en place un moyen sécurisé pour nous assurer que cette pierre correspond exactement à la pierre que nous avons déjà inspectée, à ce moment-là, on permettra aux particuliers de vendre des pierres. Et le but, c'est vraiment de liquidifier en fait ce marché, de rendre possible d'acheter facilement et de vendre facilement. Parce que l'or, c'est ça. Lorsqu'on achète de l'or, on sait qu'on peut revendre à tout moment. Et c'est Tout pour à ça qu'on fait. achète de l'or facilement. Ouais. Les pierres de couleur, c'est exactement la même chose, sauf que c'est compliqué. C'est compliqué à Ah cause oui, de voilà, tous les problèmes que je viens de citer. tout Et à on veut fait. supprimer tout ça pour rendre tout ça facile et à ce moment-là, tout le monde pourra acheter les pierres et ça va être super. Et quand tu dis que les clients donc, vont pouvoir envoyer des pierres, ou même des vendeurs qui envoient tes pierres, euh, il y a moins de transport sécurisé, je suppose. Tu t'en charges? Comment ça se passe, le process? Est-ce que c'est compliqué ou c'est au client de se Mm. débrouiller et d'envoyer la pierre? Ce que je ne pense pas. Mm. Comment ça se Il passe? y a des services spécialisés, par exemple, il y a un service Ferrari qui s'appelle Ferrari. Ils livrent des pierres de très chères, de plusieurs millions. Et ils donnent beaucoup d'options aussi. Ils donnent la possibilité de regarder la pierre. Si la pierre plaît, elle reste. Sinon, si elle plaît pas, ils ramènent la pierre tout de suite. Il y a, il y a beaucoup de possibilités selon le prix de la pierre. Par exemple, si c'est une pierre qui vaut 800 euros, 700, 800 euros, on ne va pas payer un service Non, ouais, extrêmement cher pour la tout à fait. livrer. Donc, tout dépend de la Ouais. pierre, mais il y a différents types de services avec ou sans assurance. Et il y a aussi, il faut faire attention dans quel pays on livre, avec quel service, etc. Ah Et oui, il faut faire attention à tout ça. Mais j'imagine. les services existent, oui, ce n'est pas un problème.
D'accord. Ouais, bah écoute, bah, ça répond déjà pas mal à la question. Et est-ce que ça reste, parce que on va quand même, en tant que vendeur, ou futur vendeur particulier, exposer donc ces pierres, est-ce que c'est anonyme lorsqu'on expose? Parce qu'il peut y avoir ce côté malsain des personnes qui peuvent se renseigner sur ton site. Ah, lui, il a une pierre précieuse, je peux aller chez lui, etc. Tu sais sur quoi ça peut amener. Comment ça se passe? Est-ce que le nom, prénom est affiché ou ça reste anonyme pour garder un minimum de sécurité? Comment ça s'organise? C'est complètement anonyme. D'accord. Anonyme, oui, confidentiel, toutes les informations, que ce soit les vendeurs, que ce soit les acheteurs, ce sont les pierres. C'est dangereux et Ouais. ouais, on est conscient de ça et Vous faites attention à la c'est sécurité. délicat. Ouais, voilà, Super. exactement. Ah, c'est super intéressant. En fait, t'es, euh, t'es à la fois un agent de sourcing, un commissaire aux comptes, un expert. Je fais des métaphores par rapport aux autres métiers pour que les gens comprennent bien. Tu es à la fois aussi un compte séquestre, puisque tu fais la relation entre le vendeur de pierres et l'acheteur. Donc ça rassure un petit peu de savoir qu'il y a quelqu'un d'intermédiaire qui est expert, qui s'y connaît, pour pouvoir revendre ou acheter les pierres. C'est un peu ça, en fait. C'est un mélange de ces trois activités un peu. Exactement. Oui. Super. Euh, Toi, c'est quoi les plus grands challenges que tu rencontres dans ton activité? On va essayer de découvrir un petit peu ce que tu fais et comment tu travailles. C'est quoi les plus grands Mhm. challenges? Alors, le plus grand challenge, c'est pouvoir trouver des gens sérieux, c'est difficile. Et Ah, sachant que, en fait, comme je disais, il y a beaucoup d'arnaques sur le marché, ouais, il nous arrive toujours, tout le temps, en fait, c'est notre travail, c'est notre quotidien. Il y a beaucoup de gens qui essaient de nous arnaquer aussi. ouais, Donc, voilà, qui nous proposent des pierres synthétiques, qui nous ramènent des pierres qui sont complètement, voilà. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication pour finalement rien du tout. Et donc tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et pour le moment, c'est très dur. On travaille aussi pour supprimer ces problèmes. Et voilà. Et le plus gros challenge, c'est aussi la diversité des tâches qu'on réalise en ce moment. C'est-à-dire que d'un côté, on a la sécurité, on a l'application, on a tout ce qui est tech. De l'autre côté, on a tout ce qui est expertise de pierres précieuses, etc. Ensuite, on a la communication aux clients, l'éducation. Ensuite, de l'autre côté, on a la communication avec les vendeurs de pierres, vérifier si c'est des vraies entreprises, vérifier s'ils ont leur certificat, vérifier ça aussi, c'est un énorme travail et voilà, il y a beaucoup de tâches et c'est et ça. bah, Ce sont les. j'imagine, c'est beaucoup de choses à vérifier tout en même temps. Est-ce que tu es amené à te déplacer dans d'autres pays ou tu restes uniquement en Thaïlande? Pour ceux qui nous regardent, donc Suleiman qui a son entreprise Gemlock ou Gembar, excuse-moi, c'est ça? L'entreprise c'est James Gembar, Barr, ouais. c'est James Bar James Barr, ouais. et il est situé donc en Thaïlande. Mais est-ce que tu es amené à te déplacer dans d'autres pays? Imaginons que moi j'ai une grosse pierre précieuse qui vaut Mhm. peut-être 500 000 euros, voire 2 millions d'euros, et je te dis bah Mhm. je veux pas l'envoyer, mais je veux que vous vous déplaciez. Est-ce que c'est possible? C'est très dangereux. Déjà, la première chose que je ne fais pas, c'est de livrer des pierres moi-même, de ramener des pierres, de me promener dans les rues avec des pierres. C'est très dangereux. Et je viens pas non plus pour inspecter la pierre quelque part. Ça, on a des règles, en tout cas pour le moment, comme on a démarré il n'y a pas très longtemps, on n'a D'accord. pas encore mis en place des moyens sécurisés, sûrs pour pouvoir aller chercher n'importe quelle pierre, n'importe où. Donc, en fait, le règlement pour le moment, c'est il faut ramener cette pierre dans notre office à Bangkok. Et on l'inspecte uniquement à Bangkok dans notre office. Et à partir de là, si jamais elle répond aux besoins de celui qui veut l'acheter, à ce moment-là, on trouve un moyen pour livrer cette pierre d'une manière sécurisée en passant par des services spécialisés jusqu'à l'acheteur. Et D'accord. ensuite, on assure aussi que la transaction se passe correctement. Voilà, ça, on est dans ce scope-là pour le moment. D'accord.
pour le moment. Mm. Mais c'est bien, moi, c'est clair et transparent, on en sait beaucoup plus Mm. sur le process. Et alors, tac, tac, tac. Pour en savoir un peu plus sur les pierres, c'est quoi tes critères d'évaluation de qualité sur les pierres que tu sources? Mhm. Alors, les critères de qualité, euh, vous avez, comme pour les diamants, la clarté, la coupe, mais pour les pierres de couleur, vous avez aussi la couleur qui s'ajoute. Donc, commençons par la clarté. Par exemple, la clarté, c'est est-ce que le cristal est propre? Lorsqu'on regarde dedans, est-ce qu'on voit des inclusions? S'il y a beaucoup d'inclusions, alors la pierre, automatiquement, elle est moins belle parce qu'il y a beaucoup d'inclusions à l'intérieur. Donc, un cristal qui, plus il est propre, mieux c'est. La coupe, il faut que ce soit symétrique, il faut que ce soit bien coupé pour que la lumière circule correctement dans la pierre et que et pour maximiser la couleur déjà, en fait, lorsque c'est mal coupé, ça peut impacter la couleur et la brillance, donc la beauté de la pierre. Ça, c'est la deuxième chose. Et le problème, c'est que les vendeurs, en essayant de garder du poids, parce que lorsqu'ils vendent les pierres, ils les vendent par carat, et plus Oui, c'est gros, plus c'est cher. oui, Donc, ouais. ils essaient d'économiser sur le poids et ils font des tailles, mais vraiment des fois, c'est catastrophique. La plupart du temps, c'est catastrophique, en fait. Et Parce qu'en fait, une pierre à la base, une pierre précieuse brute, a beaucoup moins de valeur que si en fait elle est taillée, si on comprend bien. Moi, j'ai toujours pensé que justement une pierre brute qu'on a découvert, etc., qu'elle était censée avoir plus de valeur, alors qu'en fait non, faut la tailler, donc tu enlèves de la pierre et ça augmente sa valeur, c'est ça? alors, la pierre brute, avant, c'était le cas, mais maintenant, les pierres brutes, ils ont pris en prix, mais tout le monde est en train de se plaindre parce que la pierre brute, elle a augmenté en prix beaucoup. Mais le problème avec les pierres brutes, c'est qu'il faut être vraiment un expert pour ne pas se tromper. Il y a toujours un risque parce qu'on peut jamais savoir qu'est-ce qui se cache derrière une pierre qui est vraiment brute. Une fois qu'on l'a taillé, on peut perdre la couleur parce que le cristal, il s'est formé d'une manière. Nous, on pensait que c'était comme ça, on l'a taillé d'une autre manière, on a perdu la couleur. On peut être perdant, il y a un vrai risque derrière les pierres brutes. Donc, s'il y a des experts qui connaissent très très bien, pour eux, c'est bien d'acheter du brut et des experts pour tailler la pierre, en fait, en cutting. Eux, ils peuvent aussi en tirer du bénéfice en faisant les bonnes cotes, mais il est beaucoup plus facile d'acheter une pierre qui est déjà taillée, même si elle doit être retaillée. Et en termes de prix, maintenant, aujourd'hui, il y a une différence, bien évidemment, parce que le risque a été déjà pris, mais c'est pas aussi gros, c'est pas une grosse gap non plus. Donc, D'accord. voilà. Et comment tu établis la relation entre donc enfin, les fournisseurs et les vendeurs et, euh, et le client? Et toi d'ailleurs, comment tu établis tout ça? Est-ce que tu les vois? Est-ce que ça se fait la plupart du temps à distance? Tu vas quand même les rencontrer, j'imagine, une grosse partie. Ou est-ce qu'il y en a que c'est uniquement à distance que tu établis des relations avec eux? Alors, nous, comme on est sur Bangkok, et Bangkok, c'est le centre vraiment de trading de pierres, tout le monde se déplace à Bangkok. Ici, vous allez rencontrer des vendeurs de pierres qui viennent pour vendre les pierres de partout, en fait. Et donc, on peut faire connaissance ici. Et ces vendeurs-là peuvent nous ramener d'autres vendeurs aussi qu'ils connaissent, qui vendent d'autres pierres, d'autres types de pierres, etc. Donc, ça se passe par contact, bien sûr. On les reçoit dans nos bureaux, on discute, on parle avec eux. Ça peut se faire à distance si jamais on a confiance Ouais, aussi. Si c'est quelqu'un à qui on a confiance, ils peuvent passer par. Et dans tous les cas, sur James Bar, on a mis en place 3 niveaux de vendeurs. Donc, il y a bronze, silver et gold. Les bronzes, ce sont les gens qu'on connaît, mais on n'a pas encore eu de transaction, on n'a pas encore eu vraiment du business avec eux. d'accord. Mais on veut faire du business, on veut commencer. Donc, ceux-là, ils sont catégorisés bronze.
une fois qu'on commence à travailler, lorsqu'il commence à faire des propositions, dans tous les cas, nous, d'abord, on check cette proposition. On regarde si la pierre est présentable au client déjà. Si elle est présentable, on peut débloquer cette proposition pour le client. Et si jamais le client choisit cette pierre, dans tous les cas, ce vendeur doit nous ramener cette pierre dans notre office. On l'inspecte, on s'assure qu'elle est naturelle, on s'assure que tout va bien. Et une fois, c'est comme ça, c'est en travaillant avec ces vendeurs qu'ils montent en grade et ils deviennent ensuite silver. Ils peuvent accéder à plus de demandes et ils peuvent avoir plus d'options. Et au final, c'est le statut gold où ils peuvent avoir absolument accès à tout. Et ce n'est pas quelque chose qui est payant, c'est quelque chose qui est uniquement basé sur la réputation du vendeur. Donc, on a mis en place ce système. Super. Et pour ceux qui nous regardent, je mettrai son site internet et l'application de toute façon dans les descriptifs et sur la vidéo. Donc le site internet, j'avais regardé, il s'appelle jamesbar.ai, je crois, c'est ça? Exactement, c'est ça. Super. James Et c'est le Bar. nom de l'application aussi, on peut la trouver sur Apple Store et Android? Pour le moment, on n'a pas mis les applications natives. On est sur le web pour le moment. Donc, D'accord. il faut aller sur www.jamesbar.ai. Mais bien sûr, les applications mobiles, elles vont arriver très bientôt. Super. C'est déjà prévu en cours. On Voilà. a hâte de découvrir ça. Alors, j'ai encore beaucoup d'autres questions pour toi, Suleiman. Alors, je fais une petite coupure. C'est sans pression. Si jamais tu as quelque chose à faire, tu veux qu'on termine, on peut terminer. J'ai pas mis de temps particulier. Et, voilà, j'ai quelques questions. Donc après, si jamais tu veux couper, tu me dis tu coupes. Sinon, on arrêtera à peu près quand j'aurai fini à peu près les questions. Ça te va? Ça me va, aucun problème, Pierre. C'est Super. très intéressant. Euh, Oui, c'est ça. Alors, donc, à partir de combien les gens peuvent commencer à investir chez toi? D'accord? Eh ben, est-ce que je commence à partir de 50 euros, 100 euros? J'imagine que non, parce que ça reste quand même un coût minimum. Mais j'ai vu dans tes vidéos que ça commençait quand même avec un petit budget, et c'est ça qui est super intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? À partir de combien? Et est-ce que tu pourrais estimer à partir de combien ça pourrait rapporter? Et en combien de temps? Mhm. C'est très, très difficile de faire des prévisions comme ça. Et d'ailleurs, moi, lorsque je parle des pierres précieuses et de l'investissement dans les pierres précieuses, j'essaie toujours d'expliquer que on ne peut jamais prévoir le futur, mais on se base sur le passé pour prendre des décisions. Et si on regarde le passé, par exemple, j'ai lu beaucoup d'études, j'ai regardé beaucoup de chiffres, et il n'y a pas de doute que les pierres, surtout les pierres de bonne qualité, elles gagnent en valeur chaque année. Il y a des années, quand elles doublent le prix, il y a des années, vraiment, c'est incroyable. Et il y a aussi des périodes quand c'est plus ou moins la même valeur, et ça monte petit à petit. Donc, ça dépend et on peut jamais prévoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois paramètres. Il y a la popularité de la pierre, sa beauté, sa qualité, et sa rareté. Voilà, sa rareté. Donc, plus une pierre est rare, plus on a du mal à trouver le cristal lui-même dans la terre. Plus elle est belle, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'inclusion à l'intérieur de cette pierre. Elle brille bien, elle a une belle couleur et elle est de bonne qualité. Et plus elle est populaire, c'est-à-dire que plus de gens connaissent cette pierre, alors il y a plus de marques qui vont acheter cette pierre pour vendre des bijoux de haute joaillerie en utilisant cette pierre-là. Plus son prix va monter. Et donc, lorsqu'on parle de l'investissement, il faut choisir des pierres qui sont rares, qui sont belles, de bonne qualité et qui deviennent connues de plus en plus. Il ne faut pas non plus acheter une pierre qui est extrêmement rare et que personne ne connaît, parce que là, c'est un risque. On ne sait pas si elle va se faire connaître Ouais. plus tard. Mais par contre, des pierres comme, disons, par exemple, toi, est-ce que tu connais la tourmaline? Ah, pas du tout. Pas du tout, voilà. Pas du tout. Pourtant, c'est une pierre qui est extrêmement présente à Bangkok. Il y a des variétés de cette pierre qui sont très rares. Les grandes maisons fabriquent beaucoup de bijoux avec de la tourmaline.
Et donc, c'est une pierre qui devient connue. Le spinel, pareil. Le spinel, Je connais pas c'est non une plus. pierre que personne ne connaît. Et donc, le spinel a toujours été confondu. Enfin, on pensait que le spinel, c'était le rubis. Et on a découvert, il n'y a pas très longtemps qu'on a découvert que c'était pas un rubis, en fait, c'était un spinel. Et d'ailleurs, il y a une histoire très intéressante Ouais, concernant cette pierre-là. Je raconterai plus tard. Donc, pour rester dans le sujet, à partir de combien, c'est difficile de le dire et de prévoir. Il faut vraiment être au courant de tout, toujours se mettre à jour concernant est-ce qu'il y a des grandes maisons qui ont fabriqué, par exemple, qu'est-ce que les grandes maisons commencent à utiliser comme pierre? Ça, c'est la première information qu'il faut regarder. Par exemple, Louis Vuitton a fait un bijou avec une pierre donnée. On sait déjà que son prix va augmenter. Euh, le prix des pierres qui sont de haute qualité. Et donc voilà. Mais je dirais que à partir de 3 000 euros, on peut déjà trouver des pierres qui sont rares, belles et pas connues. Pas très d'accord, connues, mais qui deviennent connues. On peut déjà avoir un minimum de ces trois paramètres. d'accord, Voilà. Mais si on veut réellement investir, on veut vraiment venir et investir dans les pierres, il faut choisir une pierre qui est déjà catégorisée comme pierre d'investissement. Il y a une catégorie de pierres avec une qualité donnée, une rareté donnée, qui sont déjà catégorisées investissement. On sait déjà que ça va monter en prix. Donc voilà. d'accord. Et Ces pierres-là coûtent généralement plus cher. Je dirais 15, 20 000, voire plus. c'est ça que j'allais te demander par rapport au budget. Donc, je comprends bien, à partir de 3 000 euros, vraiment, là, on peut commencer à envisager d'investir. Donc, une personne qui a 1 500 euros, c'est pas très conseillé qu'il investit dans la pierre. Ça va être difficile. Euh, Mais est-ce que tu prends en charge les recherches à partir de 1 000 euros ou tu prends en charge à partir de 3 000 euros? Que les gens sachent bien vraiment à quel moment ils peuvent faire appel à tes services. C'est pour ça que je te pose la question. Alors moi, notre service, il n'est pas spécialisé dans l'investissement dans les pierres. Ça peut être, par exemple, pour quelqu'un qui veut se fabriquer un bijou. Je connais pas mal de gens qui préfèrent acheter une pierre de couleur qui est rare. En même temps, ils fabriquent un bijou, ils font le cadeau, mais ils font avec une pierre rare, naturelle, et qui peut-être gagner beaucoup plus en valeur avec le temps. C'est d'ailleurs, j'ai déjà fait une petite vidéo sur ma chaîne concernant un saphir blanc qui a été acheté en fin 2020 à 800 euros, à peu près 800 euros, de 5 carats, un saphir blanc de 5 carats. Et aujourd'hui, sur le marché, même à 8 000 euros, il n'y a pas Incroyable. une pierre avec une telle qualité de 5 carats. On ne peut pas trouver. C'est très, très difficile de trouver. Et c'est devenu très vite rare parce que la demande, elle a augmenté et le cristal lui-même, il était déjà rare. Donc voilà, ça c'est un exemple. Après, il y a d'autres pierres où ce n'est pas le cas. Donc il y a toujours un risque. Plus le budget est faible, plus il y a un Oui, risque. oui, Plus j'imagine. le budget est gros, moins de risques. Donc voilà, c'est la même histoire J'ai vu ça. qu'un peu partout. Et j'ai vu sur ton compte TikTok, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vu que tu maîtrisais donc un petit peu les outils, donc l'IA, l'intelligence artificielle, et que tu créais justement des bijoux à partir de l'intelligence artificielle. Tu les as créés et après tu les as fait produire, il me semble. C'est bien ça? Donc ça, c'est un service que tu fais ou c'est juste quelque chose, un plaisir personnel que tu fais? C'était vraiment personnel. Ouais, c'était par pure curiosité. Donc j'ai fait fabriquer quelque chose. C'était pas C'est du tout destiné pour vendre ouais. ou pas pour le C'est business. pas un Ouais. service que tu proposes pour l'instant, peut-être. Non, non, Pas, non, non. pas encore. Sauf s'il y a beaucoup de demandes. L'offre et la demande. Exactement. Mais en fait, on a une idée, c'est un tout petit peu plus tard de ramener des joailliers talentueux sur notre application et de permettre aux acheteurs de pierres de faire une demande de pierre, par exemple un saphir de 3 carats, royal bleu, il fait son choix. Une fois qu'il a choisi la coupe de sa pierre et la pierre, le cristal qu'il veut, il pourra
à faire appel directement au joaillier et prévisualiser plus ou moins les designs de ces joailliers avec cette pierre qu'on va automatiquement placer Ah, dans le bijou pour c'est voir. pas mal ça. Voilà. Et donc, voilà, la pierre sera livrée non pas chez le client, mais chez le joaillier. Le joaillier va faire son travail et livrer la bague chez. Donc, voilà, il y a des choses prévues, mais on verra plus Ça va tard. être, ça promet d'être une très très belle application. Tu parlais de popularité de la pierre. Moi Oui. qui adore l'art, et alors surtout l'art africain dans lequel j'ai été un petit peu là-dedans. Donc j'avais quelques œuvres que j'ai achetées pour moi et quelques œuvres que je revendais. Et je sais que dans l'art, par exemple, imaginons que ça c'est une œuvre d'art. Si moi j'ai un nom très connu, eh ben cette œuvre-là aura beaucoup plus de valeur que si par exemple c'est dans les mains d'un quelqu'un qui n'est pas du tout un collectionneur, qui n'est pas du tout de nom. Donc selon Mm. la main dans laquelle c'est, l'œuvre a encore plus de valeur. Est-ce que c'est le même cas pour la pierre? Parce que tu parlais de popularité. Alors, oui, mais c'est aussi le nombre de personnes qui connaissent cette pierre. Par exemple, est-ce que aujourd'hui, en portant un gros rubis, si on dit que c'est un rubis, ça impressionnera n'importe qui parce que le rubis, il est connu, Ouais, tout le monde sait c'est quoi et on sait que c'est cher. Donc, ouais, voilà, c'est impressionnant. Donc, c'est très prestigieux, on va dire, de porter des rubis et c'est très difficile de trouver des rubis qui sont propres. Et c'est ça qui fait qu'un rubis peut coûter des millions d'euros, de dollars. De l'autre côté, ce n'est pas forcément qui détient la pierre, c'est vraiment, est-ce que la pierre est globalement connue, je pense. Mais d'accord. elle devient connue avec, tout est relatif. En fait, c'est lié. C'est lié. Si Ouais. jamais, si jamais une star achète, par exemple, une tourmaline Bah oui, il va faire connaître la Paraíba, tourmaline, forcément. Donc exactement. Donc voilà, tout c'est en ça, c'est lié. synergie. Ouais, c'est un peu lié en Exactement. fait, ouais. Ah, directement, Voilà, c'est lié en tout cas. Euh, exactement. Très intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Comment tu t'assures de la traçabilité et de l'éthique des pierres? Parce qu'on sait qu'il y a eu des gros problèmes derrière les histoires des pierres précieuses, l'esclavage, la torture, etc. Donc, comment toi tu t'assures de cette traçabilité et de cette éthique? Hmm. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, dans tous les cas, il n'existe pas. Par exemple, nous, on ne va pas se déplacer dans la mine Ouais, pour vérifier que tout va bien, que les gens sont satisfaits, que voilà. Ça, on n'a pas encore les moyens de le faire. Et ce qu'on fait, c'est est-ce que c'est certifié par, il existe certaines associations, des certificats, mais même encore une fois, ces associations, ces certificats, on peut rien garantir vraiment ah oui, à ce niveau-là. Faut qu'on reste transparent là-dessus. On n'a pas une assurance à 100% à donner, mais par contre, si on sait que la pierre provient ou la personne, le vendeur, est impliqué de près ou de loin dans une telle histoire, on peut automatiquement couper le business d'accord. avec cette personne. Et on sait qu'avec le temps, avec cette réputation et les efforts qu'on va faire, ce filtrage va se faire automatiquement Ouais, sur l'application. Tôt ou tard, on arrive à trouver des liens, on arrive à trouver des histoires, on arrive à trouver et on arrivera à filtrer automatiquement les gens sérieux qui respectent ouais. euh, Ouais, tout le vous monde. êtes pas Voilà. là derrière James Barr, vous n'êtes pas là à vendre à tout prix et à n'importe quelle condition. Vous gardez quand même certaines morales, certaines éthiques et des valeurs lorsque Bien vous évidemment, bien dépêchez. évidemment. On est tous humains et c'est très important. C'est très important. C'est la base. Tout à fait, super. Et alors, est-ce que tu as déjà dû gérer, même si c'est vrai que c'est récent que tu as monté ton entreprise, est-ce que tu as déjà dû gérer des demandes très particulières, voire très insolites ou complexes de la part d'un client? Est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter par rapport à ça? Alors, oui, on a des demandes de quelques pierres qui sont introuvables. Vraiment, ça fait longtemps qu'on cherche
et on ne sait même pas si on va finalement les trouver ou pas. C'est extrêmement compliqué, en tout cas pour le moment. Mais après, je n'ai pas une histoire concrète à raconter. Non, Ouais. non. Bah, c'est Pas juste ça. encore. C'est qu'on a des demandes qui sont très complexes, on Ouais, va dire. d'accord. Voilà. Et tu as plus de demandes du côté, alors je suis pas un expert en diamant, donc le rubis, c'est tout ce qui est pierre colorée, hein, c'est ça, on est d'accord? Le rubis, c'est une pierre, c'est une seule pierre qui est rouge. Ça peut être rose aussi. Ouais. Donc, c'est rouge-rose. Le Voilà. saphir, c'est le vert, je crois, c'est ça? Le saphir peut avoir différentes couleurs. Et d'ailleurs, le saphir et le rubis, en réalité, c'est la même pierre. C'est le corindon. Mais lorsque ce corindon est rouge, c'est un rubis. Et lorsqu'il a une autre couleur, c'est un saphir. Que ce soit bleu, le saphir peut être bleu, violet, jaune, transparent, de différentes couleurs. D'accord. Et donc émeraude, c'est la pierre blanche, c'est ça, émeraude. L'émeraude, il est vert. Ah, c'est le vert, ok, d'accord. C'est le vert, ouais. Et tu as plus de demandes par rapport à quel type de diamant ou de pierre, quelle est la plus forte demande dans le secteur? Ouais. Alors, la plus grosse demande, c'est les saphirs et les émeraudes. Parce que principalement, on utilise les saphirs et les émeraudes pour fabriquer des bagues, de la haute joaillerie. Ouais, Après, le rubis aussi, mais un peu moins parce que le rubis, c'est difficile de mettre la main sur un rubis aussi, c'est très rare. Donc, il y a moins de demandes, ce qui est normal parce qu'il y a moins de pierres sur le d'accord. marché. Et d'autres pierres aussi. Le spinel, euh, on a des demandes de spinel, de la tourmaline. Voilà, pour d'autres pierres, le zircon, etc. Et, et est-ce que ces pierres-là, parce qu'on sait qu'on associe souvent aussi les pierres à, tu sais, à l'énergie, au magnétisme, etc. Est-ce que vous êtes dans cette approche-là, vous aussi, ou quand tu as des demandes, tu as des gens qui sont dans cette approche-là ou pas du tout? Oui, mais d'après l'expérience que nous, on a eue, souvent les gens qui veulent acheter une pierre pour des raisons euh, spirituelles, ils ils ont pas vraiment une idée des prix du marché. Et souvent, D'accord. en fait, ça arrive qu'ils cherchent des pierres naturelles, mais c'est trop cher. Ou, voilà. Ah Pour le oui, moment, comme on vient de démarrer, on a cette expérience-là. On verra un peu plus tard. Mais dans tous les ouais, cas, nous, notre travail, c'est un travail technique. Euh, il y a une demande, on fait notre travail d'expertise, on fait la connexion avec notre réseau et on s'assure que la pierre arrive chez l'acheteur. Donc voilà, d'accord. on reste vraiment focus sur D'accord. Que les gens sachent là-dessus. bien vraiment dans quoi vous êtes et c'est pas associé à l'énergie spirituelle, etc. Ah non, Ah, non. impeccable. Euh, alors, on va rentrer dans des petites questions un petit peu atypiques pour te connaître, toi, et connaître un petit peu ton univers. Euh, Si tu devais comparer ton business à un film ou une série, ça serait lequel et pourquoi? C'est un petit peu les questions multiverses, on va dire. Mhm. Alors, il faut que je réfléchisse. Déjà, le premier souci que j'ai, c'est que je regarde pas beaucoup de films et de séries D'accord. parce que je suis en train de travailler tout le temps. Donc, un film avec mon entreprise, James Bond. Si tu n'en as pas, c'est pas très grave non plus. Euh, Avec les films sur les diamants, il y en a quand même pas mal. Ouais, Le plus connu, c'est celui avec Leonardo DiCaprio, où c'était Blood, oui, ouais, très connu, qui a marqué quand même les esprits. Et c'est pour ça, tout à l'heure, ouais. la question qui était liée un petit peu à l'éthique, je pense que les gens associaient aussi à ça. C'est pas grave, t'as pas de réponse là-dessus. Hmm. Est-ce Non, que non. tu as une pierre précieuse qui t'a le plus marqué quand tu as commencé à t'intéresser à cet univers-là, et bien sûr quand tu as monté ta boîte et quand tu as eu à faire des demandes? Est-ce que tu as une pierre qui t'a marqué? Alors, au début, quand je venais de commencer, j'étais un gros fan de Saphir, Saphir bleu. Et
plus j'ai commencé à découvrir en fait les pierres, maintenant j'en ai plein. J'aime des rubis. Enfin, j'arrive tout de suite à voir la pierre et je sais que si elle est exceptionnelle ou pas, rien qu'en la regardant, en regardant le jeu qui est dedans, sa clarté, etc. Je sais déjà que c'est un rubis exceptionnel, exceptionnel. Et donc, s'il est exceptionnel, automatiquement je l'aime. Ouais, bah oui. Et c'est pareil pour les tourmalines, c'est pareil pour toutes les pierres. Lorsque je vois une belle pierre, voilà. J'aime toutes les pierres, on va dire. Voilà. D'accord. T'as pas de préférence et tes préférences, c'est toutes, en fait. Euh, Voilà. Si tu devais posséder une pierre précieuse, mythique ou historique, ça serait laquelle? Euh, le rubis, c'est le plus connu et c'est associé au pouvoir, voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est les rois, les gens puissants qui possédaient des rubis. D'accord. C'est une pierre qui est connue depuis Depuis la nuit l'histoire, des en temps, fait. ouais, c'est vrai. Voilà. Très difficile de trouver, enfin, certaines qualités. Après, il y a beaucoup de rubis. Attention, il y a beaucoup de rubis qui sont de mauvaise qualité. Vous pouvez même en acheter pour 15 euros, 20 euros sur le marché, Ah des oui? Mais rubis des vrais? qui sont traités. Des vrais naturels qui sont traités. Enfin, juste pour vous expliquer, une pierre, lorsqu'elle a beaucoup de fissures, beaucoup de cracks, etc., beaucoup d'inclusion du vide à l'intérieur, on met cette pierre dans du verre on injecte du verre en fait à l'intérieur de la pierre pour remplir les fissures et les cracks. Et au final, on retrouve un peu un cristal plus ou moins correct. Et donc, ça s'appelle glass filled ruby, rempli avec de la glace. Et ça ne vaut pas cher parce que cette pierre, elle est pas de bonne qualité. Donc, elle peut D'accord, ça a perdu tomber sa par valeur, terre, quoi. se casser. Avec le temps, ça va se dégrader. Le verre, elle va se dégrader, etc. Et donc, est-ce que la pierre prend de la valeur lorsque tu la mets donc sur un bijou? Si elle prend de la valeur, Ouais, ça prend de la valeur parce que je l'ai mis sur un bijou, je l'ai mis sur une oh bague, non. je l'ai mis sur un collier ou pas du tout? Non, non, pas du tout. C'est esthétique, quoi. Ça n'a aucun impact. Non, Ok, ouais, c'est le prix de ce bijou et le prix de la pierre, c'est c'est différent. dissocié. Ouais, ouais, dissocié. D'accord. Euh, et donc, toi, tu m'as dit que tu étais en Thaïlande donc parce que c'est l'épicentre des pierres précieuses. Et est-ce que tu fais tes recherches de pierres précieuses dans d'autres pays ou exclusivement en Thaïlande? Non, non, dans d'autres pays aussi. Mais en fait, nous, on passe via notre réseau qu'on a créé. Donc, il y a pas mal de gens à Sri Lanka, Ouais, pas mal de gens au Pakistan, par exemple, au Pakistan. Et surtout Bangkok. C'est vrai que surtout Bangkok. Oui. Et Sri Lanka, beaucoup de Sri Lanka. d'accord, super. Euh, et c'est quoi la plus grande idée reçue sur les diamants et les émeraudes et que tu aimerais corriger? Parce que c'est vrai que c'est un univers quand même qui peut faire peur, parce que c'est associé au cambriolage, c'est associé à la séquestration, au vol, aux arnaques, etc. Donc, quelle est pour toi l'idée reçue qui a le plus d'impact et que tu aimerais corriger? On en profite qu'on a Mhm. aujourd'hui un expert dans ce domaine-là, et on en voit très peu d'ailleurs à qui on peut avoir des informations. Donc, ce serait quoi que tu aimerais corriger à ce niveau-là? Alors, qu'est-ce que je voudrais corriger? Un cambriolage, par exemple, à Bangkok, ici, euh, les gens circulent avec des pierres qui sont extrêmement chères, juste dans les poches. Donc, c'est tellement sécurisé ici qu'il n'y a aucun Ah oui? problème. Si on est en Thaïlande, à Bangkok, il n'y a absolument rien à craindre. C'est extrêmement sécurisé. Après, euh, ces histoires, c'est souvent, je sais pas, je pense qu'en fait, l'or, l'argent, c'est pareil, si on trafique, du moment qu'on commence à trafiquer quelque chose, que ce Ouais. soit de l'or, les diamants, des pierres de couleur, n'importe quoi, bah, voilà. Mais c'est vrai que dans les films, on voit souvent ces diamants et ces pierres-là, Ouais, les mais petites poches noires c'est juste, que mm, qu'ils enlèvent. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait fabriquer des diamants synthétiques à une grande mhm, valeur. Ce sont des vrais
Comment ça se passe, ça? Alors, il y a de tout type de pierres, rubis, saphir, n'importe quelle pierre, vous pouvez avoir une pierre synthétique. Ce sont des pierres qui sont fabriquées dans un laboratoire et c'est exactement la même matière. Et en plus, cette matière, elle est parfaite, c'est-à-dire sans inclusion, parfaitement bien conçue. Mais c'est pas naturel. Donc, lorsque vous regardez à l'intérieur de la pierre, euh, si on va dans les détails, on verra que c'est comment la pierre a été formée. C'est avec Elle est des machines, artificielle, en quoi. faisant tourner la pierre. Exactement. Il y a les mêmes lignes, etc. C'est artificiel, en fait. On voit des lignes artificielles. Dans une pierre naturelle se forme pendant des millions d'années, voire des milliards d'années. Euh, et en fait, les directions de sa formation sont différentes. Par exemple, les premiers 3 millions d'années, elle s'est formée dans une direction. Ensuite, selon les conditions, la pression, la chaleur qui est dans la Terre, elle change des directions. Il y a des petites imperfections qui se forment. Il y a une bulle de gaz qui reste à l'intérieur, etc. Il y a tout un univers dans une pierre et C'est très ce n'est intéressant pas ce le que cas. tu dis. Est-ce que toi, tu peux évaluer, ou est-ce qu'il y a un service spécial qui évalue le nombre d'années de cette pierre? Alors, le nombre d'années, je n'ai pas entendu, mais en général, si on se renseigne, si on écoute les scientifiques, bah, ce sont des millions, des centaines de millions, des D'accord. millions Mais il d'années. n'y a pas un service qui peut évaluer le nombre d'années qu'a la pierre que tu as en possession. Alors Sauf ça, si c'est très tu la fais au intéressant, cette carbone, c'est ça? question. Hein. Et c'est une question très intéressante. Pour le moment, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu d'un tel service qui permettait de identifier l'âge d'une pierre. Ouais, D'accord. ouais, Et donc, pour revenir à la pierre synthétique, donc elle a de la valeur, mais beaucoup moins qu'une pierre naturelle, c'est ça? Mais quand il y a exactement, de la valeur, exactement. une pierre, par exemple, qui vaut 100 000 euros, la synthétique peut valoir 90 000, 50 000. Comment on pourrait l'évaluer? C'est beaucoup moins cher. Une pierre synthétique, un rubis synthétique, on peut en avoir pour 20 $, 30 $ le carat. Donc, alors qu'un tel rubis peut coûter des millions, Ah oui. Oui. voilà, en naturel. C'est deux mondes, il faut les séparer. En fait, D'accord, donc ça c'est casse. La pierre synthétique ne casse pas le marché de la pierre naturelle. dans tous les cas, en fait, quand on réfléchit vraiment philosophiquement à cette question, l'homme, il veut mettre de la valeur dans quelque chose. Par exemple, ça peut être un iPhone. Un iPhone, on l'utilise, ça a de l'utilité directe Ouais, au quotidien. Donc, on achète cet iPhone, on met de l'argent dedans pour avoir un service. L'or, par exemple, on met de l'argent dedans parce que il y a de la rareté, c'est un métal rare et reconnu. Tout le monde connaît l'or. oui. Donc, on Valeur peut refuge, ouais. mettre de la valeur dedans et voilà. Et même l'argent, par exemple, l'argent, c'est la confiance qu'on a en notre économie et dans le gouvernement. C'est pour ça qu'on travaille pour avoir de l'argent et parce Ouais. qu'on sait que cet argent, on pourra la dépenser. Donc, tout ça, c'est une histoire de croyance et techniquement parlant, une pierre naturelle, elle a de la valeur grâce à sa rareté et ses paramètres techniques. Et donc, c'est ça qui fait que il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent, en fait, qui stockent de la valeur dans cette pierre, parce qu'ils savent que Tout à fait. c'est la nature qui contrôle. On ne peut pas produire directement une pierre naturelle comme ça. On ne peut pas falsifier une pierre exactement similaire. Donc, on ne peut pas falsifier les pierres. Il y a ça aussi, il faut le prendre en compte. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, on va parler de ce sujet-là de falsification, certification, puisque tu parlais de Mm. technologie, on va les lier. Mais avant, j'avais une petite question. Moi, je l'ai perdu à la question. Ah oui. Euh, Est-ce que c'est vrai que les diamants sont faits de la même matière que la mine de crayon? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais avec Donc, les une crayons, ça vaut des millions. oui, c'est juste les conditions dans lesquelles ces cristals se sont formés. Donc, avec une énorme pression pendant énormément d'années, des millions d'années.
Le diamant s'est formé, alors que voilà, le crayon, on peut en obtenir plus Bon, facilement. bah, C'est juste ça la différence, mais la matière elle-même c'est la même. donc j'ai pas de millions d'euros dans mon bureau. J'y croyais, Malheureusement. j'y croyais. On parlait de technologie, on parlait de falsification, de traçabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de la blockchain. Euh, et la blockchain, bon, bah, ça permet on l'utilise dans les contrats. Maintenant, aujourd'hui, la blockchain pour voir à qui ça appartient, etc. Est-ce que l'univers des diamants est épargné ou est-ce qu'on peut l'utiliser? Par exemple, derrière le NFT, on sait que on peut savoir à qui ça appartenait pendant ce temps. Et puis, la NFT a aussi une certaine valeur, même si on sait qu'il y a une grande hype et ça s'est craché un peu, mais il y en a certaines qui gardent encore une certaine valeur. Est-ce que l'univers de diamants est épargné ou tu vas le lier ou est-ce que c'est bientôt le cas d'associer par exemple la blockchain avec les diamants ou les NFT, etc. Toi qui es dans la technologie en plus. Oui, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument, je pense, parce que ça permettra vraiment de sécuriser cette pierre. Mais pour utiliser la blockchain avec les pierres, il faut déjà pouvoir identifier d'une manière à 100% identifier la pierre. Il faut une techno qui nous permet d'identifier une pierre, comme le facial recognition, par exemple, reconnaissance faciale, on sait, le téléphone se débloque. Il faut une technologie telle que, qui nous donne des données qui nous permettent d'identifier la pierre, qu'on va stocker dans la blockchain. Et à partir de là, bon, les blocs vont s'ajouter, et, on connaît l'histoire, et ça Ouais, nous permettra de tout simplement tracer d'où vient la pierre. Est-ce une d'accord. vraie pierre? Quels sont les certificats qu'elle a? Euh, et voilà. C'est vraiment utile, il faut le faire, mais il nous manque encore Il y a encore du quelque chemin à ce chose. niveau-là. Ah, Ah, voilà, c'est d'ailleurs, ça, c'est oui. un milieu assez fermé, je pense. Donc, et ça n'a pas été trop difficile pour toi de rentrer dans ce milieu-là. T'as pas rencontré des difficultés, on t'a pas mis des bâtons dans les roues, on n'a pas essayé de te dissuader de pas t'y mettre, que t'as pas eu peur justement d'être dans ce milieu-là. Euh, Vu combien de temps ça fait que j'entreprends, c'est juste une nouvelle aventure pour moi, donc la peur, non. Après, bien sûr, on s'inquiète toujours, mais il faut passer par là. C'est indispensable si on veut créer quelque chose. Après, des bâtons dans les rues, dans la roue, pas spécialement, non, franchement. T'as été bien Il suffit accueilli. d'être honnête. euh, il suffit d'être honnête, transparent, de dire clairement ce que tu fais, d'essayer de faire le maximum bien, de bonne qualité possible ton travail. Et juste d'être transparent. Et quand ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça coule. Et voilà. Et on répète. C'est vrai, Voilà. exactement. Non, mais c'est top. Franchement, c'est super. Euh, pour en savoir un peu plus aussi sur toi, j'ai quelques petites questions. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter justement sur la Thaïlande, quand tu as été sur ce marché-là, ou Alors, quand tu as commencé cet univers-là en Thaïlande? C'est une petite anecdote, que ce soit en Thaïlande ou à Paris, hein. hmm, une histoire intéressante. En fait, depuis que je suis à Bangkok ici, je suis tellement pris par tout ce travail que voilà, je n'ai pas spécialement eu des moments où je me reposais Ouais, ou voilà, c'est vraiment très très intensif et c'est maintenant que ça commence à un peu comment te dire à se structurer parce que voilà, au début c'était encore plus dur. Donc une anecdote, non, franchement, là de tête comme ça, non, j'ai pas une anecdote. et tu travailles seul ou tu as un associé ou tu as une équipe derrière Oui. toi? Oui, j'ai un cofondateur qui est aussi spécialisé dans la IA, dans la tech. C'est un développeur comme moi. Et d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai entrepris l'ensemble euh, des startups que j'avais lancées avant. Donc, depuis 10 ans, on travaille ensemble depuis 10 ans. Ah oui, ouais, donc vous vous connaissez très très bien, c'est ça. Oui, exactement. Partenaire de confiance. Euh,
Pour en savoir un peu plus, pour mieux te connaître, pour que les gens puissent découvrir qui est Suleiman, qui est Gemlock, derrière le compte TikTok. Euh, donc, si jamais tu n'avais pas été dans cet univers-là, je pense avoir déjà un peu la réponse, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu n'avais pas été dans le milieu des pierres récemment, des pierres précieuses, ni même d'ailleurs dans les startups, quel métier tu aurais fait? Sûrement quelque chose lié avec la technologie. Parce que, voilà, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les agents IA, Ah, c'est incroyable. euh, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, n'importe qui peut, je sais pas, on peut facilement créer un service Ouais, sans avoir de connaissances techniques. c'est vrai. Il faut juste réfléchir, organiser les choses et tester. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, sûrement quelque chose lié avec la programmation, avec la technologie. Voilà. Et quel est ton plus grand rêve professionnel ou personnel? Personnel, tu n'es pas obligé de le dire, mais est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus grand rêve professionnel? Le gros rêve professionnel, c'est eh bien, de réussir une ou plusieurs entreprises qui apportent quelque chose de concret que je peux suivre, faire évoluer. En fait, moi, c'est le process qui me donne, qui me procure du plaisir. Je n'ai pas un objectif tel que, par exemple, faire des millions et aller dormir. Ouais, C'est pas ça qui m'intéresse. Si c'était ça, je pense même pas que j'aurais tenu tout ce temps-là dans toutes ces vagues de problèmes d'entrepreneurs. ouais, C'est vraiment le processus, c'est très c'est intéressant. vrai. Ma vie est plus intéressante comme ça et Je suis je tout à vais fait d'accord. continuer, mais d'une manière plus confortable et d'une manière plus agréable, on va dire. Ouais. Voilà. Pouvoir déléguer plus de tâches, pouvoir réfléchir à plus de stratégies, comment développer les choses, tester les choses, faire un peu de travail technique aussi. Voilà. Rester dans l'entrepreneuriat, mais Ouais, en ayant la possibilité de consacrer plus de temps, bien sûr, à la famille. Et c'est important. C'est important, cet aspect-là surtout. Mais c'est qu'un entrepreneur, ce qui nous anime, nous, c'est pas le profit. Même si on aime en faire du profit, parce qu'on travaille pour ça aussi, hein. Ça permet une certaine liberté géographique, matérielle, etc. Mais c'est pas le profit qui nous anime, absolument. C'est vraiment, comme tu dis, le processus, le avant, le pendant, le après, ce qu'on a créé, de l'idée à la réalisation. Et quand tu le vois naître, c'est extraordinaire. Moi, je prends l'exemple de, exactement. par exemple, de mon application que j'ai créée. Je l'ai mise ce week-end sur le Play Store. J'attends qu'elle soit validée. Et le processus avant, donc d'avoir créé cette application-là, de la voir naître, parce elle était là, cette idée-là. Tu la vois après Yes. matérialisée, tu la vois après sur le Play Store, et après j'attends et j'ai hâte de la voir entre les mains de tous les utilisateurs. C'est extraordinaire. C'est hyper excitant et gratifiant de voir toutes ces étapes-là. Donc je te comprends tout à fait. Pour en savoir encore un peu plus sur toi, quel est le livre ou l'œuvre d'art qui t'inspire le plus dans la vie? Comme ça, peut-être, ça permettra de découvrir un petit peu aux autres ce sur quoi tu t'inspires. Alors, pour être honnête, j'ai pas lu beaucoup de livres. D'ailleurs, j'aime pas lire du tout. J'écoute. J'ai une mémoire visuelle, donc j'aime bien regarder des choses. J'ai passé depuis mes 15 ans, j'ai passé mon temps sur l'ordinateur en train de regarder des vidéos, des tutoriels. Ouais, D'ailleurs, enfin, depuis que j'ai 15 ans, par exemple, j'ai fait de la 3D, j'ai fait web design, par exemple, tout ce qui est euh, After Effects, Adobe Photoshop, tout ça, ces logiciels-là, je les maîtrise. Je sais faire de la vidéo, par exemple, avec After Effects, quel que soit l'effet qu'il faut faire. Donc voilà, ça, de la 3D. J'ai même eu une période où je m'intéressais un peu au hacking, aux vulnérabilités sur les sites web, etc. Ensuite, le codage, les maths. Enfin, je suis plus chiffres et ouais. voilà. Code Donc, source, etc. Ouais.
Non, j'ai pas lu vraiment de livres. Bon, j'en ai lu quelques-unes, mais il n'y a pas de Et livre qui m'a vraiment, une voilà. œuvre d'art, qu'est-ce qui t'inspire un petit peu, toi, dans ce que tu fais? Il y a quelque chose qui t'inspire ou c'est la vie tout court qui t'inspire? En fait, ce qui m'inspire, c'est de analyser les erreurs que j'ai faites avant et Ouais, en réfléchissant à ce que j'aurais pu avoir avant si j'avais la connaissance d'aujourd'hui, en faisant le lien avec tout le comportement, les décisions que j'ai prises et en essayant de les améliorer. En fait, c'est ça le jeu, c'est le game. Pour moi, c'est le jeu. Je réfléchis à ce qui s'est passé pour mieux faire, pour prendre les meilleures décisions et aussi pour améliorer ma personnalité à moi. Faire du sport, euh, apprendre à refuser à soi-même, par exemple. ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort. On a envie de faire quelque chose et on refuse de le faire, ce qui me donne de l'énergie après, etc. Enfin, c'est travail personnel et voilà, et c'est tout. Je suis conduit par ça. On en connaît déjà un peu plus sur ta personnalité et ta vision des choses. Je comprends. Alors, si tu devais résumer en 3 mots ta vie, ça serait quoi? Et uniquement en 3 mots. Voyage, entrepreneuriat, apprentissage. Ah, le mot apprentissage, c'est vrai qu'on apprend sans cesse en tant qu'entrepreneur. C'est vrai, j'adore ce mot, apprentissage. Moi, je dis souvent ouais, des jeunes apprentis parce que... et un jour, on m'a donné une phrase qui était lourde de sens. Quand j'étais plus jeune, je la comprenais pas. Quand j'étais vraiment gamin, comme l'a dit. Et c'est en grandissant que je l'ai compris. Et encore mieux, quand j'étais dans l'entrepreneuriat, la connaissance, c'est quand on ne connaît pas. Celui qui connaît cherche plus à apprendre. Celui qui ne connaît pas cherchera sans cesse à apprendre. J'ai trouvé ça, cette phrase-là, en fait, quand je l'ai décortiqué, quand je l'ai compris en grandissant, parce qu'on l'a dit, j'étais un mot, moi j'avais peut-être 8, 10 ans, je la comprenais pas. Et quand je l'ai Mm. comprise, cette phrase-là, des années plus tard, je me suis dit, mais elle est lourde de sens. Et c'est incroyable. C'est vrai, hein. Et j'imagine que dans ton univers de la pierre, tu as ce côté recherche pour le client, les demandes, etc. Mais tout à l'heure, tu parlais d'histoire. Je trouve ça fascinant. Ce qu'il peut y avoir derrière, peut-être aussi les pierres précieuses et l'univers dans lequel tu es, ou ce que les gens aussi peuvent te raconter lorsqu'ils ils ont une pierre dans les mains. Donc tu dois en entendre des histoires là-dedans aussi, dans cet univers-là. Oui, 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 Donc c'est super enrichissant, j'imagine, hein. oui. On va parler un petit peu de là où tu es, la Thaïlande. Tu connaissais la Thaïlande un petit peu avant, ou pas déjà? Pas du tout. Pas du tout. Même, aucune information. Je savais même pas à quoi ça ressemble. Je crois que j'ai commencé à regarder à quoi ça ressemble par YouTube une semaine avant de venir ici. Mais non, J'ai tapé Bangkok pour regarder vite fait à quoi ça incroyable. ressemble. T'as jamais été en Le billet, il vacances, était déjà. t'avais jamais été en vacances, ni quoi que ce soit. Non. En fait, juste pour résumer ma vie rapidement, quand j'avais 5 ans, moi, comme je suis tchétchène, à l'âge de 5 ans, la guerre a éclaté en Tchétchénie. C'était la première guerre. Donc, j'ai voyagé. On est, avec la famille, on est parti en Syrie. De la Syrie, 3 ans après, on est retourné en Tchétchénie. Ensuite, quand j'avais l'âge de 9 ans, la deuxième guerre a éclaté. On a quitté la Tchétchénie. On est parti en Azerbaïdjanie, en Jordanie. On est passé par beaucoup de pays. Ah oui. Et ensuite, finalement, on a atterri en France en 2003. On est arrivé en France. Et donc, voilà, en France, j'ai eu cette période d'intégration, d'apprentissage de la langue, l'école, voilà, tout ça. Et j'ai commencé à travailler un peu dans les intérims, chauffeur, etc. En même temps, j'ai fait mon diplôme. Et à partir de là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Le premier startup que on a fait, je ne savais pas coder, mais quand j'ai compris que je ne pouvais pas trouver des développeurs qui vont faire ça à ma place,
j'ai commencé à apprendre avec mon associé. On a tous les deux, on a commencé à apprendre à coder et à coder en même temps pour fabriquer notre première app. Et à partir de là, ça m'a créé une carrière. Donc voilà, j'ai commencé à travailler tout de suite en tant que développeur. Ensuite, je suis devenu manager. J'ai géré une équipe de 12 développeurs en- pour un projet de plusieurs millions. Ah oui. En BGV, oui, chez Crésus. Ensuite, j'ai commencé à faire du freelancing. J'ai travaillé pour Prisma Media, pour Cegid, ce sont des grosses entreprises, pour Renault, Alpine, sur Renault.fr. Et en même temps, je faisais des startups. Et voilà, en fait, c'est toute ma vie, elle se résume à ça, en fait. C'est Je ce comprends pourquoi le parcours-là. mot voyage maintenant. Et puis tu l'as parlé plusieurs langues, non? Oui, je parle l'arabe, le russe, le tchétchène, français et anglais. Ah Cinq. ouais, incroyable, incroyable, super intéressant. Et est-ce que la culture là locale elle influence ta façon de travailler et forcément les relations que tu as avec les pierres précieuses, etc. De la Thaïlande, Ouais, est-ce que tu veux ça dire? t'influence un petit peu dans ta façon de travailler cette culture ou pas du tout? Euh, alors moi, je trouve que la Thaïlande, et les Thaïlandais, ce sont des gens qui sont très respectueux. Ça colle vraiment bien avec ce que moi j'aime, hein, le respect. Et les gens sont très ouverts. Enfin, je veux dire, oui, ouverts, oui, mais surtout, ils ne jugent pas. Donc, il y a de tout ici. Il y a beaucoup de gens de toutes les religions. Tout le monde vit ensemble. Il n'y a aucun problème. Personne n'embête l'autre. Et donc, Ça, très c'est bien. facile d'aller voir quelqu'un, d'échanger avec lui, de discuter, de voir si on a des intérêts en commun. Donc oui, moi je trouve que c'est très très facile par rapport à l'entrepreneuriat en France, malheureusement. En France, surtout, je peux parler de Paris, Strasbourg, parce que ce sont les deux villes que je connais. Il est extrêmement difficile d'aller voir quelqu'un et de lui faire une offre, une proposition, sans qu'on te prenne pour quelqu'un qui veut E- arnaquer ou voilà. Exactement, C'est je suis très tout à fait d'accord. difficile, c'est très très froid, Ouais. très difficile. Alors qu'en Thaïlande, ici, c'est open, c'est ouvert. On peut aller voir n'importe qui, quel que soit son statut, discuter, voir s'il y a un intérêt en commun. On peut faire du business. T'as monté l'entreprise donc en Thaïlande. Est-ce que tu l'aurais montée à Paris? Bon, celle-ci, James Bar, on l'a montée en Thaïlande, comme on se trouve en Thaïlande. Mais les autres entreprises qu'on avait, par exemple, la dernière entreprise, Fazon, qu'on avait créée, c'était une application qui permettait de faire du shopping à Paris dans les boutiques, donc shopping local à Paris. Ah, Donc, d'accord. on voulait intégrer les boutiques, faire entrer les boutiques, exposer, enfin récupérer leurs articles depuis leur site web pour les publier sur l'application Ouais. pour permettre aux gens de faire des recherches à Paris, par exemple. Une chemise slim d'une telle taille à Paris, on fait la recherche, on voit les articles, on les ajoute au panier et ensuite on crée le parcours dans quel magasin il faut aller pour les essayer. Donc on était en train de créer quelque chose pour le shopping local. Ça, c'était à Paris qu'on a créé l'entreprise. Donc voilà. D'accord. Les autres entreprises, elles étaient françaises. Oui. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, alors, est-ce qu'il y a un mythe courant sur le marché des pierres que tu aimerais démystifier? Alors, moi, je sais que lorsqu'on parle des pierres surtout des pierres de couleur, euh, on associe souvent avec de l'arnaque. Ouais, Et arnaque et comme tu disais tout à l'heure, avec tout ce qui est criminel, ouais, tout ce qui n'est pas net, en fait. Et c'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Il existe, bien sûr, partout, quel que soit le domaine, par exemple, que ce soit, par exemple, prenons la technologie, il y a des groupes de hackers, des groupes qui sont malveillants, ouais, qui utilisent la technologie pour faire des choses qui sont mauvaises, c'est vrai. exactement de la même manière sur ce marché des pierres.
Il y a des mines qui ne respectent pas les règles. Il existe des arnaques. Il existe des gens qui veulent nous vendre des pierres synthétiques en faisant passer. Donc voilà, il y a ces problèmes-là, mais c'est pas automatiquement lié à ça. T'en vois pas Il tous y a les jours. Je aussi veux dire, tu es à ouais. Bangkok, toi, tu es au cœur du marché des pierres précieuses. Les gens viennent du monde entier. T'entends pas tous les jours. Ah, il y en a un qui s'est fait tuer parce qu'il avait des pierres précieuses. L'autre s'est fait cambrioler. L'autre s'est fait séquestrer. C'est pas courant, ça que je veux dire. Ah non, 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 pas du tout. C'est pas du tout courant. Ouais. Ok. Voilà, Ah, c'est mais juste un business. c'est rassurant de savoir ça parce que c'est vrai que c'est un milieu quand même qui peut faire un peu peur aux gens qui ne connaissent pas parce que c'est vraiment associé au luxe, au haut de gamme et après tout ce que Hmm. je suis derrière et je peux comprendre. Dernière petite question avant qu'on quitte cette interview-là qui était franchement, mais vraiment hyper intéressante, j'ai kiffé. Euh, Quel rêve inexploré as-tu pour ton entreprise dans les 5 prochaines années? Inexploré. Ouais, dans les cinq Alors, prochaines années. Ça va vite, hein, 5 prochaines 5 ans. années. Oui, ça va très très vite, 5 ans. Utiliser la technologie en restant vraiment à jour à 100%, c'est-à-dire la IA, l'intelligence artificielle, pour permettre de mathématiquement comprendre quelle est la valeur d'une pierre pour automatiser vraiment l'achat, la vente, la liquidité des pierres de couleur. Voilà. Ça, ce n'est pas encore exploré, c'est pas exploré. Et c'est vraiment ça, c'est le but, c'est de simplifier à max les choses et de les rendre transparents. Traçables, transparents, faciles, rapides et sûrs. Voilà. T'es dans un marché, toi, encore quasiment inexploré par les communs des mortels, donc tu as encore un grand boulevard devant toi. Tu as pris une belle niche. Franchement, nous, on te souhaite un magnifique succès j'ai aucun doute que tu le rencontreras. Franchement, c'était une très, très belle interview, Suleiman. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là, pour l'univers dans lequel tu nous as fait voyager, hein, parce que c'était un voyage. Tu as parlé de Thaïlande, d'où tu venais, d'où viennent les pierres. Pakistan, Sri Lanka, etc. Et donc, franchement, c'est top. Tu peux nous redire où est-ce qu'on peut te contacter, les réseaux sociaux sur lesquels on peut te trouver, le nom de ton entreprise. Et quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, ceux qui nous regardent, tout sera dans le descriptif. Je mettrai son lien. Vous pourrez le contacter directement. Ou si jamais vous voulez me contacter pour la mise en relation, vous pouvez aussi. Vous retrouverez cette interview-là sur YouTube complète, Instagram et sur mon compte TikTok en petit format. Alors, on t'écoute, Suleiman. C'est l'instant promo. Tu peux y aller à fond. Alors, l'application, c'est une web app, c'est www.jamesbar.ai. Mon TikTok, c'est James Lock. Et donc, c'est un TikTok sur lequel je ne fais pas forcément des promotions tout le temps. Je raconte un peu ce que je pense de ce marché, comment on l'améliore. Je donne aussi des informations éducatives un peu sur les pierres. Quelle pierre, pourquoi, quelle valeur, etc. Donc, voilà, des choses que moi, je trouve intéressantes, que j'aurais aimé apprendre. Lorsque je les apprends, je partage. Donc, voilà, ça, c'est ça, les réseaux sociaux. Après, pour nous contacter sur notre site web, il y a la rubrique Contact en bas. Si vous allez sur jamesbar.ai, vous avez notre WhatsApp, vous avez notre adresse à Bangkok. Vous pouvez voir où on est situé. Donc, on est situé au Silom 19 Building, ici juste en face de JTC. JTC, c'est le building dans lequel tout le monde vend les pierres. Donc, voilà, on est juste en face. Autrement, c'est tout et je voulais aussi te remercier, Pierre, vraiment pour cette interview. C'était très intéressant pour moi Ça aussi. t'a plu? Oui, ça m'a vraiment plu et je suis heureux qu'on a Ah bah, je suis finalement ravi. réussi à faire Je suis cette ravi. interview ensemble. Voilà. Super, c'est top. Merci beaucoup. Quoi qu'il arrive, moi je ferai un petit saut en Thaïlande, j'ai jamais été, donc on aura l'occasion de se rencontrer là-bas et d'échanger, parler business, parce que moi je peux parler business toute la journée, toute la nuit, je dors, je vis, je bois business, même si bien sûr j'ai toujours mes amis, ma famille à côté, mais c'est dans les gènes et c'est quelque chose qui me passionne
énormément. Et non, merci vraiment pour cet échange-là. C'était extraordinaire. J'ai kiffé. Franchement, ma journée démarre bien. Faut savoir que je me suis réveillé à 5 heures du matin pour faire l'interview. Là-bas, il est quelle heure? 13h, 13h30, 14h? Là, oui, ça doit être 13 heures là, oui. Je pense qu'il est Ouais, 13 heures. impeccable, super. Merci à tous ceux qui nous ont Merci. regardés et écoutés. Alors, abonnez-vous donc à James Locke, qui est sur TikTok, et vous pourrez voir après sur son site, je mettrai toutes les informations pour que vous puissiez le contacter et le trouver. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, à la prochaine. Attends, je